Du coup, nous voilà avec la dernière conversation de la journée et la sixième pour ce qui est des deux sessions que je viens d'animer. Et on finit avec Raphaël Barontini. Raphaël est né en 1984 à Saint-Denis, de parents d'origine italienne et caribéenne. Il a étudié au Hunter College of Art à New York et à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, dont il est sorti diplômé en 2009. Depuis, ses œuvres ont été montrées lors d'expositions personnelles et collectives dans des galeries et des musées en France et à l'international, dont le SCAD Museum of Art à Savannah, aux États-Unis, ou la galerie Marianne Ibrahim à Paris, et à la Peel Gallery à Istanbul. Ces œuvres sont notamment conservées dans les collections du McVal, mais aussi dans plusieurs FRAC. En 2020, il est le lauréat du prix LVMH Métiers d'Art, qui lui permet d'effectuer une résidence artistique de 7 mois à la tannerie de cuir Heng Long à Singapour, qui lui permet de créer de nouvelles pièces à partir de rebuts de cuir. Suite à cette résidence, l'artiste qui pense ses pièces en volume et souvent in situ traduit sa pratique dans une forme livre en collaboration avec l'éditeur RVB Books. C'est donc de ce livre intitulé Soukos dont nous allons parler aujourd'hui avec Raphaël. Donc Soukos est inspiré par des penseurs caribéens comme Glissant ou Césaire. Tu définis ta pratique comme un processus de créolisation. Ces créations sont des résultats d'emprunts, d'assemblages, de gestes picturaux produisant de réels palimpsestes, des collages hybrides pour citer un autre penseur comme Homi Bhabha. Le lit Soukos, nommé ainsi en référence à un dieu du Nil, mi-homme, mi-crocodile, lui aussi une figure composite, réunit la diversité des pratiques et des approches de Barontini, pour qui le visuel est une manière de réévaluer l'histoire de l'art occidental et d'y substituer des récits pluriels, ou créoles donc. Artiste, Barontini travaille l'image photographique comme un pictorialiste des temps modernes. La photographie prend une place différente à chaque étape de son travail, lui permettant de produire des néologismes iconographiques transnationaux où fond et forme racontent une réalité située, ancrée et ouverte sur le monde. Les montages de Barontini prennent le plus souvent vie sur une variété de médiums, plutôt textiles, du drapeau à la tunique, en passant par le voile, la toile d'un canevas. Et pourtant, l'image photographique prend toute sa place dans tes peintures. Et c'est avec cette remarque que j'aimerais poser ma première question, Raphaël. Tu te définis comme peintre. Et pourtant, l'image photo est une grande composante de tes créations, entre recherche iconographique, création d'images et de figurations, composition de banques d'images même, ce qui fait de toi un peintre tourné vers la photo. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton travail du médium photographique, parce qu'on est quand même à Paris Photo, et la place du médium et son rôle à chaque étape de ta pratique? Merci déjà pour l'invitation, Taous. Et effectivement, j'ai un travail de peinture qui, notamment grâce à l'usage de la sérigraphie, qui est un processus qui revient beaucoup dans mes pièces, que ce soit sur toile, effectivement sur textile, sur cuir. Du coup, cet usage de cette technique de la sérigraphie, en fait, me permet d'inclure la photographie dans un élément pictural. Donc c'est vrai que moi je me considère comme peintre, c'est vrai. Je ne suis pas montré ici d'ailleurs pendant la foire, mais à plein d'étapes de mon travail de peintre, la photographie entre en jeu. Elle entre en jeu déjà parce que bon, j'ai un travail qui est clairement tourné vers la question de la figuration et de la en tout cas des modes de représentation de la figure humaine. On va dire ses qualités historiques, symboliques, que ces images ont en elles. Et en fait, pour moi, tout démarre en fait avec un collage, un assemblage d'images qui sont, comme tu l'as dit très bien, ou issues de recherches d'images documentaires ou de photos que je prends moi-même, par exemple dans des musées, dans des grands musées historiques, que ce soit au Louvre, enfin des musées qu'on dit universels, donc au Louvre, au Metropolitan Museum à New York, etc. Et c'est vrai que la photographie, aujourd'hui, elle s'inscrit encore plus dans mon travail de peintre, et en tout cas dans mon questionnement sur la figuration, c'est que j'effectue du coup des shootings avec des modèles, comme un photographe en ferait, et j'inclus, grâce à la sérigraphie,
dans mes peintures, dans mon travail textile, ces photos de modèles que je prends au préalable. Donc effectivement, la photographie, elle est à plein d'étapes. J'ai un travail aussi de peintre qui est clairement lié aux nouveaux médias. Donc c'est sûr que l'image numérique, elle est constante, elle est dans toutes les étapes de mon travail aussi, les étapes préparatoires. L'usage de Photoshop, de ces compositions numériques qui se font au préalable. Voilà, je suis constamment en train de manipuler de l'image en fait. Donc effectivement, voilà, c'est peut-être ma spécificité en tant que peintre, pas complètement photographe, mais quand même un peu. L'entre-deux, les créoles, moi je trouve que ça te va plutôt Voilà. bien. Avec Soukos, tu proposes une déhiérarchisation entre la peinture et les autres médiums, entre art et artisanat, ce qui s'inscrit dans la continuité de ce que tu as pu produire auparavant et de ce que tu continues de faire. Cette déhiérarchisation, elle est chère aussi à certaines de tes références. Ça va de Anna Hock à Romary Bearden. Et qui dit quelque chose, à mon sens, de la volonté de construire de nouvelles narrations d'un tout-monde forcément hybride ou créole. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette relation entre fond et forme, sur ces confrontations historiques que tu tentes de déjouer ou de déplacer à travers tes compositions plurimédia, pluriculturelles. Tu parles parfois de rééquilibrer poétiquement les imaginaires. C'est une formule que j'aime beaucoup. Eh ben, en fait, c'est effectivement toute une réflexion plus globale. Donc, comme tu le disais, je suis issu d'une famille métissée. J'ai moi-même dans mon parcours, depuis mon enfance, aussi bien vécu dans la banlieue nord de Paris que visiter ma famille aux Antilles, en Guadeloupe. Ou en Italie. Et c'est vrai que cet apport multiculturel m'a fait depuis les débuts de mon travail plastique réfléchir à cette question d'une identité, en tout cas d'une histoire commune qui serait à investiguer et peut-être à réécrire. Donc tout mon travail de réassociation, d'assemblage, il est effectivement dans la création d'une poétique, ou en tout cas dans la création de nouvelles narrations. Parfois clairement dans un souci de peut-être corriger l'histoire ou en tout cas de donner ma vision, qui est souvent celle qui n'est pas énoncée par la grande histoire qu'on apprend à l'école. Donc effectivement avec des questionnements sur la question de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la colonisation. Et effectivement tout ce jeu de réassemblage par le collage, par cette pluralité de techniques, elle se construit dans un langage très hybride et où à la fois je me laisse beaucoup de liberté, aussi bien des libertés narratives que des libertés plastiques. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le projet Soukos, c'est quelque chose de très spécifique parce que j'ai été invité par LVMH à vraiment passer, j'ai passé quasiment 8 mois dans une tannerie à Singapour en pleine période du Covid. Où finalement j'ai découvert aussi un matériau qui était le cuir de crocodile, donc c'est quelque chose de très particulier et à la fois moi j'ai essayé de en tout cas ce nouvel apport d'un matériau nouveau et avec tellement de symbolique aussi rattaché à ce matériau du cuir m'ont amené en tout cas à créer encore plus de pièces en volume. Et c'est vrai que sur les 30 pièces que j'ai réalisées pendant cette résidence, j'ai quasiment 25 pièces qui sont portables réellement et qui ont d'ailleurs dans le livre été mises en scène du coup sur des modèles. Alors aussi bien, et on a fait un shooting par exemple à la basilique de Saint-Denis où toutes mes pièces à connotation un peu, enfin en tout cas au niveau de l'imaginaire médiéval, ont été shootées avec des modèles donc à la basilique de Saint-Denis avec le concours d'Alexandre Gurkinger qui est un photographe qui a participé à plein d'étapes de ce livre. Le Covid nous a aussi amené à faire des prises de vue en ligne, digitalement, en direct de Singapour à Paris avec des projections. Alexandre qui est refotographié en argentique. La vidéo projetée où moi j'étais en direct avec un iPhone 12 dans la tannerie. Donc voilà, ça a été aussi un moyen de se réinventer et de voir. Voilà. En tout cas, ces différentes écritures dans le livre sont issues de cette histoire-là, quoi.
Tu parles de réinvention et du coup, j'aimerais te poser la question de la rencontre entre tes œuvres qui sont souvent tridimensionnelles, souvent en volume, souvent in situ, et les pages du livre, et te poser la question des éventuels challenges ou des solutions ou des potentialités trouvées pour faire rencontrer ta pratique hybride et le format livre plutôt traditionnel en fait. Ouais, alors ça a été toute une réflexion avec RVB Book, du coup, qui est présent à la foire ici. En fait, l'idée vraiment aussi des métiers d'art chez LVMH, c'est à chaque fois de réaliser quasiment un objet d'art, enfin en tout cas un livre qui soit pas une monographie classique avec juste une vision un peu historique, chronologique d'un travail. Donc là, c'est vrai qu'on était totalement sur quelque chose d'artistique, même dans la mise en page. Et c'est vrai que voilà, le concours des éditeurs a été hyper important en fait dans la constitution du livre. Et puis le fait d'avoir aussi invité plusieurs photographes. Donc je citais Alexandre Gurkinger qui a pris des photos à la fois de la tannerie et les shootings avec modèle, mais on avait aussi Thomas Lann qui a fait toutes les photographies des pièces en elles-mêmes. Et donc le fait aussi d'inviter des photographes à prendre en photo mon travail à plusieurs étapes de cette résidence, ça a été aussi quelque chose d'assez peut-être différent que la constitution d'un livre habituel. Bah oui. Je veux vous donner la possibilité de poser des questions à Raphaël avant que je continue. Oui. Et je voulais te poser la question de tes influences. J'en ai mentionné quelques-unes, mais je voulais te parler du livre et des livres que tu aimes regarder. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les livres qui t'habitent, qui t'inspirent et qui t'occupent ? Alors c'est drôle parce que du coup je regarde beaucoup de livres de photographie depuis très longtemps et c'est vrai que même quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Paris, je m'en rappelle regarder beaucoup de photographes africains, sud-africains même, avec justement une dimension de l'image assez forte, assez aussi bien dans les images que dans les contrastes, les couleurs. Et c'est vrai que voilà, des photographes comme Viviane Sassen, comme Peter Hugo et d'autres ont forgé un peu aussi ma vision photographique de ce que je pouvais faire aussi. Et bon, après, de toute façon, voilà, c'est un médium que je regarde, que j'ai toujours regardé et qui alimente aussi mon travail, forcément. Là, on parle d'influence visuelle, mais je sais aussi que le son, la musique, le rythme, c'est quelque chose qui est très présent dans ton travail. Je voulais te poser la question de l'influence musicale pour tes productions et ton travail. Alors il y a deux choses. Déjà, j'étais musicien avant d'être plasticien et j'étais moi-même musicien dans un groupe de carnaval avant d'arriver aux Beaux-Arts de Paris. Donc c'est vrai que j'ai ça qui est très présent dans ma famille et aussi Enfin, voilà, j'ai toujours eu accès à beaucoup de musique dans ma famille depuis que je suis enfant. Et après, c'est vrai que cette dimension musicale, elle se retrouve aussi dans les performances que je réalise, parce que du coup, toutes ces pièces qui sont portables, à un moment donné, sont aussi activables dans des performances. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des collaborations. Alors je collabore beaucoup avec un musicien en particulier, un musicien américain qui s'appelle Mike Ladd, qui est à la fois musicien, slammer, DJ, qui réalise des pièces sonores pour certaines de mes installations. Et à la fois toutes ces performances effectivement où par exemple à Savannah j'ai travaillé en collaboration avec une fanfare, avec un marching band local sur une exposition spécifique et du coup voilà, c'est effectivement cet apport de la musique qui est très présent dans mon travail et voilà, aussi bien dans l'espace d'exposition que dans les performances. Et du coup en regardant Soukos, qu'est-ce qu'on devrait écouter ? Alors bon, forcément il faut écouter Sun Ra. Il faut écouter Sun Ra. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui... Oui, alors Sun Ra, jazzman afro-américain, chantre de l'afrofuturisme et qui a notamment joué sur scène dans des tenues de scène visuellement très, très belles et très cosmiques. Et Sun Ra, il a joué une importance, il a une importance
dans ce livre, parce qu'il y a même une pièce qui lui est consacrée, une grande cape, et effectivement porté sur scène lui-même. Porté sur scène, qui pouvait porter lui-même sur scène, et cette dimension aussi de réinvention en fait d'une diaspora noire, donc là en l'occurrence afro-américaine, qui se questionne en tout cas sur son histoire, sur son origine africaine avant l'esclavage, et du coup voilà, moi c'est une figure qui m'intéresse beaucoup, que j'écoute depuis longtemps, mais qui aussi m'intéresse d'un point de vue visuel, quoi. Notamment ce qu'il pouvait faire scéniquement. Est-ce que des questions vous taraudent l'esprit? Est-ce que je peux vous donner le micro? Si ce n'est pas le cas, je vais vous inviter à aller voir le livre sur le stand de RVB Books qui se trouve dans le secteur éditeur. Et puis je vais vous inviter à remercier avec moi Raphaël de nous avoir présenté son travail. Merci. Et je vais clore la journée de conversation et vous inviter à revenir demain. Merci beaucoup. Au revoir.